Cet épisode est réalisé en collaboration avec MVC Océan, votre expert en travaux sous-marins, maritimes et riverains. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes et soyez la bienvenue au balado Station Constructo. Nous discuterons tout au long de cette série d'épisodes de la réalisation de travaux en milieu aquatique. Les risques, les particularités et les équipements déployés lors de l'exécution de travaux maritimes, sous-marins et riverains, ça nécessite évidemment une expertise assez particulière, merci. Au fil de ces épisodes, nous en apprendrons donc davantage sur les particularités liées à ce genre de travaux, ainsi que sur les équipements permettant de les réaliser. Aujourd'hui, nous discuterons spécifiquement des travaux sous-marins. Soudure, forage, coffrage, excavation, bétonnage, il y a plusieurs types d'interventions peuvent être pratiqués en contexte immergé. Chaque chantier comporte ses particularités, qu'il s'agisse de travaux réalisés sur les piles d'un pont, de l'inspection d'un réservoir d'eau potable ou de la remise en état de lignes d'aération à l'intérieur d'étangs aérés. De ce fait, de nombreux corps de métier doivent être maîtrisés par les scaphandriers et de nombreux risques, pour leur part, doivent constamment être surveillés afin d'éviter le pire. Cette profession demande donc à la fois une grande polyvalence et une expertise assez particulière. Nous discuterons aujourd'hui du métier de scaphandrier et de ses nombreux défis. Pour ce faire, nous accueillons Kevin Milot, qui est directeur de l'estimation ainsi que propriétaire de MVC Océan et d'Aquapera, et Louis Pratt, qui est chef d'équipe scaphandrier chez MVC Océan. Ils sont dans nos studios avec nous. Bonjour, messieurs. Bonjour à vous autres. Merci d'avoir accepté l'invitation pour participer à ce balado. Je pense que ça va être un balado hyper intéressant parce que c'est un métier, vous pratiquez quelque chose de très, très, très particulier, comme je le disais. On va parler de la job en tant que telle, du métier pour commencer. Donc, les scaphandriers, c'est dans l'eau. Les scaphandriers ont des scaphandres, ils ont des équipements particuliers. Est-ce qu'il y a différents types de scaphandriers? Oui, en effet, il y a deux types de scaphandriers. À la base d'un scaphandrier, ça a un casque. Oui. Puis, mais dans le livre on pourrait dire, de la construction, il y a autonome et non autonome. Un scaphandrier, c'est pas autonome. Il est relié avec un fil. Ouais, avec les câbles là, pour la caméra, la vidéo, puis le son, tout ça. Et de l'air, surtout. Puis, ouais. Mais ça va de soi. Là. Ça va de soi. Mais le autonome, lui, c'est plus un plongeur. Là. Ah oui. C'est plus un plongeur. L'homme grenouille qu'on connaît. C'est là. ça. C'est ce que tout le monde appelle les grenouilles. Là. OK. C'est ça. Donc, est-ce que vous utilisez les deux, le scaphandrier et le plongeur? Nous, en fait, chez MVC, principalement, c'est des scaphandriers qui travaillent avec nous. Le scaphandrier, c'est un peu comme le casque dans Tintin. Souvent, se fait le scaphandre, c'est ça. Puis effectivement, il y a l'ombilical là, qu'on appelle, nous, dans le jargon, qui est relié jusqu'à la surface là, pour l'approvisionnement en air puis les communications, comme vous mentionnez. Mais il y a aussi la plongée scientifique qui existe dans le milieu. Là. Ça, nous, on n'en fait pas vraiment. C'est un autre créneau, je vous dirais, plus en recherche puis en biologie. Oui. Nous, on est plus dans le milieu des travaux de construction, inspection de structures, choses comme ça. Il y a différentes classes de scaphandriers? Il y a une classification de ça? Oui, il y a une classification, mais ça, c'est juste ACCQ. Là. Il y a les nouveaux, on pourrait dire un apprenti, puis les compagnons. C'est comme les métiers de la construction. Oui, c'est dans le fond, c'est le même principe. C'est que la classe, mettons, eux autres, ils appellent ça une classe 2, là, c'est moins long, c'est 2000 heures. Là. OK. Mais c'est 2000 heures de chantier. Oui. C'est le même principe que les autres corps de métier, en fait. Ça. Il y a une période d'apprentissage qui est de 2000 heures. Donc là, à ce moment-là, le scaphandrier nouvellement gradué, dans le fond, on dit que c'est un classe 2. Il fait ses heures d'apprentissage avec des personnes comme Louis qui ont plus d'expérience. Mm-hmm. Puis après son 2000 heures, là, il tombe classe 1, c'est-à-dire scaphandrier, on va dire... régulier ou je ne sais pas comment l'appeler. Expérimenté. Plus expérimenté. Puis là, après ça, il a atteint le stade maximum là, au niveau de la construction au Québec. Là. Vous avez différentes façons ou d'équipements pour plonger. Il y a plusieurs façons de faire. Oui, l'équipement, en fait, comme je le décrivais tantôt, principalement, il y a le casque de plongée, le scaphandre, mais il y a aussi il y a une source d'air auxiliaire aussi dans le dos du scaphandrier en tout temps, là, qu'on appelle le bail-out ou la source d'air auxiliaire. Mais tu sais, une des choses principales qu'on surveille toujours aussi, c'est l'accès à l'eau, dans le fond. La façon dont le scaphandrier va aller sous l'eau. Ouais. Parce que mine de rien, l'équipement qu'il y a sur le dos, l'équipement qu'on utilise pour aller sous l'eau, le casque à lui tout seul pèse environ 30 à 40 livres. Quand même. Une fois sous l'eau, dans le fond, le poids devient quasi nul parce que l'air qui est à l'intérieur permet au casque d'être
à poids nul. Par contre, quand il sort de l'eau, ben là, il est très, très lourd, plus tout l'équipement, le bail-out que je décrivais tantôt. Fait qu'il faut faire attention aux façons de sortir le plongeur de l'eau. Le rentrer à l'eau, c'est tel que tel, parce que c'est souvent au début de la période de travail, le gars est frais, est dispo, est en forme, et tout ça. Mais c'est à la fin ou en cas d'urgence, quand le gars est un peu fatigué de son corps de travail sous l'eau, parce qu'il peut passer plusieurs heures sous l'eau, jusqu'à 4 heures sous l'eau d'une frappe. Donc, quand il arrive pour sortir, tu ne veux pas lui faire grimper une échelle de 5-6 mètres de long. Fait que là, on travaille avec des nacelles de plongée, des fois qui sont soutenues par des camions flèches ou des grues, où on met des quais à l'eau pour avoir une échelle de mise à l'eau, des choses comme ça. Des choses de plus pratiques. Pour enchérir, là, je pourrais juste... La préparation, là, c'est 75% de la job. Ah ouais. C'est avant d'arriver là, à quoi qu'on va s'attendre, s'il y a de la visibilité, s'il y a du courant... C'est profond. Il faut que tout soit préparé. Connaître les lieux. Là, souvent, on a une réunion avant plongée là, pour que tout le monde soit à la même place. Là, je comprends. Pas qu'on ait de surprises, parce que les surprises, on n'aime pas tant ça. Non. On appelle le plan de plongée, en fait. C'est ça, dans le fond, c'est le plan de plongée. Préparation, les tout lieux, tout ça. Ouais. Le scaphandre, il est fait en quoi? C'est quoi le matériau? C'est en fibre de verre. C'est de la fibre de verre. 80% de l'industrie, c'est... Kirby Morgan. Kirby Morgan, ouais, c'est les super light, là, c'est les mêmes casques que l'armée américaine, c'est tout. OK. C'est comme une fait aux États. Ouais, c'est ça. Mais il y a d'autres compagnies là, qui font des bons casques aussi. Là. Mais le plus populaire, c'est le Morgan. C'est ce qu'on voit sur le marché vraiment à 80-90%. La quasi-totalité des scaphandriers au Québec plongent avec des casques de la marque Kirby Morgan, qui est une marque américaine. Puis oui, ça a été en fibre de verre très longtemps. Ça l'est encore aujourd'hui, mais là, depuis quelques années, il y a des casques en acier inoxydable, dans le fond, là, en stainless, en acier inoxydable. Donc, c'est des coques de casques moulés en inox, mettons, en acier inoxydable. Ça a certains avantages parce que les casques en fibre de verre, avec l'usure, avec le temps, des fois, la fibre de verre va pas faiblir, mais s'user. Il y a un entretien, mais la durée de vie du casque va être moins longue. En acier inoxydable, ben là, une fois, si tu protèges ton casque, t'en prends soin, l'acier inoxydable n'a pas vraiment de... En tout cas, une durée de vie probablement beaucoup plus grande. Il reste qu'il y a un bon entretien à faire sur les casques, là, qui est un équipement clé dans la plongée. Il y a beaucoup d'entretien à faire dessus, mais les casques en inox là, ont une durée de vie normalement supérieure. À un coût supérieur. Oui, ça vient avec. Ça vient avec. C'est sûr. Tous les corps de métier peuvent-ils être réalisés dans un milieu submergé pour un seul scaphandrier? Oui, plusieurs corps de métier. L'ouvrage est différent à chaque place. Ouais. On fait de l'excavation, on fait du coffrage, on fait du soudage, on fait de l'inspection. Quand on fait une job de construction, prenons par exemple le port de Montréal, puis on fait du coffrage, bien là, il y a de la démolition. Après ça, il y a du forage. Après ça, il y a de l'armature, du coffrage, du bétonnage. Toutes les étapes. Fait que toutes les étapes qui est en dehors de l'eau, ce qui est fait par chaque personne, bien là... Une fois que tu as le casque à la tête, tu fais tout. Oui, c'est ça. Tu es multidisciplinaire en étant scaphandrier. C'est très segmenté hors de l'eau. Puis aussi, ce que je dis toujours, les travaux sous l'eau, c'est sous l'eau. C'est-à-dire que les gens, on va dire, certains ne voient pas vraiment réaliser les travaux en soi. Hors de l'eau, ça attire l'œil beaucoup plus. C'est vrai. Tous les corps de métier sont très segmentés. Comme tu vas avoir des tuyauteurs, il va y avoir les électriciens, il va y avoir les menuisiers, il va y avoir tous ces corps de métier-là sous l'eau deviennent en fait un corps de métier qui est scaphandrier. Après ça, un scaphandrier a des aptitudes peut-être plus grandes dans une des disciplines parmi les autres. Fait qu'il va avoir des meilleurs soudeurs, il va avoir des meilleurs scaphandriers en bétonnage. Donc, normalement, quand on a des travaux, on le sait à l'avance, on essaie de sélectionner nos équipes en fonction des travaux à réaliser. On sait que tel et tel scaphandrier ont une plus grande aisance à souder sous l'eau. Si on a un job de soudure, c'est ceux-là qui vont y aller normalement. Et c'est pas nécessairement un soudeur hors de l'eau qui va devenir scaphandrier pour aller souder sous l'eau. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas de même que ça marche, mais à la sélection à l'Institut maritime, si tu arrives d'un milieu de construction, tu as plus de chances à la sélection. Parce qu'à l'Institut maritime, comment on va dire ça, ils fabriquent des scaphandres pour l'industrie. C'est ça qui est le but. Là. Peu arrivent de là pour aller dans le scientifique. C'est surtout dans le milieu de la construction. C'est surtout dans le milieu de la construction. Ça, c'est étonnant. Et à partir de là, chaque individu fait sa niche. Mais si, mettons que tu es charpentier-menuisier à 20 ans, puis tu avances là-dedans, puis finalement, tu es attiré par ça, ça se peut que tu aies plus d'habilité pour aller sur le coffrage que d'aller sur le soudage.
Mais ce que Louis dit a fait, c'est ça, l'Institut maritime à Rimouski, l'IMQ, dans le fond, un de leurs mandats, c'est ça, c'est de fournir un peu l'industrie en scaphandrier avec une formation officielle puis des aptitudes dans le domaine de la construction. Parce que veut pas, il y a beaucoup de travaux de construction qui nécessitent des scaphandriers. Puis il y a un bassin assez petit au Québec. Là, il y en a pas, on parle pas il n'y a pas 2000 scaphandriers dans la province. Il y a peut-être un bassin actif entre 120 150 scaphandriers peut-être dans la province. Fait que c'est un petit bassin. Ouais. Les gens se connaissent tous. J'imagine. Il y a une expérience qui s'acquiert, il y a une reconnaissance. C'est un beau milieu pour ça parce qu'il y a littéralement une fraternité au Québec des scaphandriers. C'est un petit monde. C'est un petit monde, exactement. C'est un petit monde. Ouais. Quel type de travaux on fait un coup qu'on a notre beau scaphandrier tout habillé? Qu'est-ce qu'il peut faire? On en a glissé un mot vite au début, là. On fait tout, en fait. On fait tout ce qui se fait sous l'eau. C'est-à-dire que on peut aider à renflouer un bateau qui a coulé, c'est-à-dire un bateau qui a pris l'eau. On l'a fait, nous, il y a quelques années, au Nouveau-Pont Champlain. Il y avait un incident, on avait aidé avec ça. Travailler avec les navires, on va faire des inspections de structures pour les barrages, dans les différents ports. On va inspecter des coques de navires pour s'assurer qu'ils sont en bon état s'il n'y a pas de travaux à faire. On va faire de la réparation de toutes sortes de structures encore là, autant dans le bétonnage que dans la soudure. On va aussi aller... Il y a plein de secteurs qu'on pense pas, comme l'eau potable, les réservoirs d'eau, potable et non potable. On va dans le contaminé. On fait de tout. Quand je dis on fait de tout. Les papetières. Partout ce qu'il y a de l'eau ou du réservoir, il y a des chances d'avoir un... Là, je vous rassure, on ne plonge pas dans les deux dans le contaminé, dans l'eau potable avec le même équipement. Là, on a des équipements dédiés, mais on va plonger autant dans les bassins d'eau potable de la ville de Montréal, parfois, pour faire des échantillonnages de béton pour voir l'état des réservoirs. Ou d'autres fois, on va être appelé à aller plonger dans l'usine de traitement des eaux de la ville de Montréal pour aller réparer quelque chose. Donc, c'est vraiment très, très varié comme type de mandat qu'on obtient. Donc, le type d'intervention, ça détermine quelle sorte de scaphandrier vous avez besoin. Oui, mais le scaphandre est toujours habillé pareil. Là. C'est juste que d'individus. C'est ça. On pourrait dire. Moi, tu as des spécialistes dans quelque chose là, qui est habillé. Finalement, ceux qui sont bons, ils sont bons sur plusieurs choses. Ouais. Les nouveaux, eux autres, tranquillement, ils absorbent l'expérience. Finalement, ils vont finir il y en a plusieurs qui finissent qu'à être bons. J'imagine. Non, mais c'est parce que on dit ça, mais dans le temps, là, mettons, on recule. Moi, ça fait quand même 30 ans que je fais ça. Puis dans le temps, là, un gars qui avait 5-6 ans d'expérience, là, il était rendu en avant des autres. 5-6 ans, 7 ans. Hey, quand t'avais un gars qui avait 10 ans, là, très, très expérimenté. Oui, mais à cette heure, là, depuis l'arrivée du saut à eau chaude, là, où c'est qu'on est pas mal moins sollicité physiquement. OK, c'est plus... Ouais. Quoi, c'est plus sécuritaire, c'est plus confortable? C'est beaucoup plus confortable, c'est moins pesant. T'as pas besoin de la ceinture de plomb. On ressemble plus à Tintin. Là. Ouais. C'est ça l'a donné une grosse push. Là. Les plus vieux ont resté. Les plus jeunes ont trouvé ça aussi intéressant parce que c'était moins fatigant quand même. Là. Au début, c'était quand même assez ardu. Là. Au niveau des équipements, c'est un peu ce que Louis dit. Là, je pense que c'est au niveau des soutes à eau chaude. Là, on appelle ça. Dans le fond, c'est que je veux dire dans le temps, mais quelques années, mettons. C'était ce qu'on appelait des dry suits, mettons, des habits secs. Donc, les gens mettaient ça, mais c'est des habits qui sont très rigides. Donc, le mouvement des bras, tout ça, c'est pas très confortable. Tu es habillé littéralement avec un duvet en dessous, là. Tu es au sec, tu zippes ça, tu vas sous l'eau, mais tu es complètement au sec à l'intérieur de ton habit. C'est bien, mais en eau froide ou quand tu travailles à l'automne tard ou en profondeur dans l'eau, parce que l'eau est très froide, tu viens les mains engourdies, tu as froid, c'est pas agréable. T'sais, moi, je l'ai pas vécu personnellement, c'est ce qu'on m'a raconté maintes et maintes reprises. Alors qu'aujourd'hui, ou depuis quelques années déjà, il y a ce qu'on appelle les habits à eau chaude. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, au lieu d'avoir un dry suit, les scaphandriers ont un wet suit. Les gens connaissent ça, je pense. Mais un wet suit un peu particulier, en ce sens où il y a des tubes qui passent à l'intérieur. Puis ces tubes-là, dans le fond, sont raccordés à la surface à un système d'alimentation en eau chaude. OK. Fait qu'il y a de l'eau chaude qui est envoyée au plongeur en continu à l'intérieur de son wetsuit. Puis là, ce que ça fait, c'est que ce qu'on me décrit, c'est un peu le feeling d'être dans un spa. T'es comme dans un petit bassin d'eau chaude autour de toi. Fait que ça te garde plus au chaud, moins de sentiments de doigt gelé en tout temps. Plus confortable. Puis plus confortable, moins contraignant dans les mouvements. Fait que c'est plus agréable pour les travailleurs sous l'eau que ça l'était dans le temps. Ça empêche, tu sais, le film L'honneur à tout prix, là, Golden Jr., là, qui sort de l'eau gelée. En grelottant. Mais ça, dans le temps, là, on vivait ça des fois. Là. Ah oui.
Puis là, c'était désagréable. Tu sais, dans le fond, tu n'allais pas travailler, tu allais lutter pour ta survie. Ouais. En plus de faire une petite job, là, des fois qui n'était pas très compliqué, mais avec des mauvaises conditions, ça finissait de même. Tandis que là, avec le saut au chaud, là, tout ça aide. Ça, on se libère de ça. Mais on utilise encore des dry suits dans certaines conditions. Oui, quand t'as pas le choix. On s'entend, dans le contaminé, je vous disais tantôt, à l'usine d'épuration, on plonge pas en wetsuit à l'eau chaude. On veut pas que le contaminé nous atteigne. Fait que là, les plongeurs vont être avec un dry suit spécifique justement pour les travaux en contaminé. Donc là, l'idée, c'est qu'il n'y ait aucun contact entre la personne à l'intérieur de l'habit et ce qui est à l'extérieur. Mais ça, on va avoir des dry suits en contaminé, on va avoir des dry suits en eau potable assez souvent aussi, parce qu'on ne veut pas envoyer de l'eau en continu dans les bassins d'eau potable pour contaminer. Donc là, on va être plus en mode étanche pour ne pas avoir de contact avec l'environnement extérieur. Ça fait beaucoup de choses à penser, ça. Mettons. Il y a beaucoup de défis liés à votre métier. La profession de scaphandrier, c'est très particulier. Quels sont les risques des scaphandriers? En fait, c'est un métier, tu sais, les gens ont tendance à dire que c'est un métier qui est risqué. Et moi, j'ai tendance à leur répondre que oui, il y a des risques, mais il y en a dans plusieurs corps de métier de la construction. Un monteur d'acier va travailler en hauteur. Ben, qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'il y ait des chutes? Ben, les gens s'attachent. La CNESST encadre ça beaucoup. C'est exactement la même chose au niveau de la plongée. Est-ce qu'il y a un risque? Oui. Je pense pas que c'est atypique dans le milieu de la construction. C'est tout le temps la gestion de les gérer, la façon dont on gère ces risques-là. Donc, il y a des procédures mises en place, il y a des encadrements aussi avec nos scaphandriers. Tantôt, on parlait des plans de plongée en début de quart de travail pour analyser les risques à l'endroit spécifique où on est, discuter avec l'équipe de plongeurs, parce que ça, on l'a même pas abordé, mais une équipe de scaphandriers, c'est toujours 4 personnes. Ah, OK. Au fil de la discussion, il y a des choses qui me viennent en tête, mais une équipe de scaphandriers, c'est toujours 4 personnes minimum. Donc, il y a le plongeur qui va aller à l'eau. Il y a le plongeur en assistance qui va tenir l'ombilical puis donner de la corde ou reprendre la corde. Il y a le plongeur de secours qui va être là en cas d'urgence, qui va être prêt à aller à l'eau, à intervenir, aller chercher le plongeur qui est déjà sous l'eau. Puis il y a le chef de plongée, rôle que Louis joue dans notre équipe durant nos travaux. Puis le chef, lui, est en charge de la communication. Nous autres, en tout temps, avec le scaphandrier sous l'eau, on est capable de lui parler. Dans le casque, dans le fond, il y a des écouteurs. On est capable de parler, avoir une communication bidirectionnelle avec le plongeur, puis de voir aussi avec la caméra ce que le plongeur sous l'eau voit. Quand il y a une visibilité, parce que des fois, il n'y en a pas beaucoup. Bref. Donc, ça minimise les risques. Toutes ces personnes-là. Exactement. Il y a quatre personnes avec un rôle bien précis. Et en plus de ça, il y a les réunions qu'on se fait à l'intérieur des membres de l'équipe. Tout un processus d'entretien des équipements. Là, on s'entend. L'idée, c'est qu'on ne veut pas avoir une défaillance sur le casque de plongée ou sur le compresseur qui alimente en air les gars sous l'eau quand c'est le cas. Il y a beaucoup de planification, de gestion de risque qui est assumée à l'avance avec l'entretien, avec tout ce qui est tous les encadrements. Pour que le scaphandrier, en face de son ouvrage, se sente pas seul. C'est pas qu'il soit pas tout seul. Avec la caméra, puis la vidéo, puis les écouteurs, puis la discussion, mais tout le monde peut regarder l'écran, puis là, on peut procéder à un plan pour arranger. Le scaphandrier, il est tout seul dans l'eau, mais il y a toute l'équipe en haut c'est ça. qui s'occupe de lui, puis qui travaille avec lui, en quelque sorte. Ce que tu veux pas, c'est parler à la radio puis pas avoir de réponse. Ça, c'est tout inquiétant. Tu te sens seul, là. Fait que là, tout le monde te suit, puis tout le monde a des idées, puis des fois, le plan, il change du tout au tout, là, puis c'est pas long, là. Dans d'autres épisodes de notre balado, on a parlé de scaphandrier et puis de peut-être certains métiers, certaines régions, c'est trop compliqué. Ils vont avec des robots, des sous-marins. Est-ce que vous utilisez ça au lieu d'envoyer un humain sous l'eau? On le fait, on a des robots à l'interne dans notre entreprise. On fait des travaux avec plutôt des inspections avec des robots sous-marins qu'on appelle des ROV, là, des Remotely Operated Vehicles en anglais, donc des ROV. On en utilise, mais c'est principalement pour de l'inspection de structures. Ça fonctionne, effectivement, ça limite le risque d'envoyer des personnes physiquement sous l'eau. Dans certaines situations, c'est excellent, mais dans d'autres cas, le niveau de précision des ROV n'est peut-être pas encore assez grand pour permettre de remplacer le plongeur. Des fois, ils ne répareront pas des choses. En tout cas, il y en a peut-être des plus gros robots qui existent. Il y en a qui existent avec des bras, des pinces là, pour réaliser des travaux, mais des travaux, je veux dire, assez simples. Aller coffrer, aller réparer du béton sous l'eau, on n'est à ma connaissance pas encore rendu là avec des robots. C'est plutôt dans l'inspection. On en fait, mais bon. Puis juste, je me permets de revenir au niveau des risques tantôt. Juste faire, donner quelques exemples concrets, mettons, de risques que les plongeurs peuvent rencontrer. Des travaux à proximité de bateaux.
On dit qu'on travaille beaucoup dans les ports, tout le temps, port de Montréal, port de Québec, un peu partout sur le fleuve, dans la province. Il y a un bateau qui est à proximité, il y a les hélices du bateau, le bateau est arrêté. On va être certain que pendant qu'un plongeur est sous l'eau en train de réaliser des travaux à proximité, le capitaine du navire, puis on parle de navire là, de paquebot, décide pas que lui il quitte puis qu'on n'est pas au courant. Donc, il y a une communication constante, il peut y avoir un processus de cadenassage, donc nos plongeurs iraient cadenasser sur le bateau les moteurs pour s'assurer que sans la clé du scaphandrier, le capitaine ne pourra pas démarrer le navire. Donc ça, c'est une mesure de mitigation, mais c'est un risque, on le vit assez souvent sur nos travaux. Ça, c'est un exemple. On parle de différentiel de pression. On travaille beaucoup dans les barrages avec toutes sortes de propriétaires de barrages au Québec. Il y a Hydro-Québec, mais il y en a d'autres. Oui. Donc, les différentiels de pression, c'est si on travaille en amont d'un barrage, donc en haut du réservoir, dans le réservoir amont, en haut du barrage. S'il y a une fuite et que l'eau s'infiltre dans le béton, des fois ça existe, ou à travers une vanne. Dans le roc, ou à travers une vanne, mais il peut y avoir un phénomène d'aspiration du plongeur parce que le plongeur peut se faire aspirer puis venir coller contre la paroi. Puis là, bon, ça, c'est un autre. Ça a l'air dramatique. Ça a l'air dramatique. Oui, ça nous frappe, ça. Là, oui, en fait, c'est pour ça que j'essaie de frapper un peu l'imaginaire. Tous ces risques-là, on apprend à le gérer, c'est notre quotidien. Ouais. C'est comme, je disais tantôt, un monteur d'acier, son quotidien, c'est de travailler en hauteur. Nous, c'est sous l'eau. On est conscient de ces risques-là. On fait des analyses avant d'y aller. On fait des tests quand on envoie le plongeur sous l'eau. Mais ça en est un risque, le différentiel de pression. Le dernier décès là, de l'industrie, c'est ça qui est arrivé. Ah oui, aspiré dans... Mais c'est ça qu'il y a des choses comme ça. Les plongeurs plus profondes aussi peuvent être plus risquées. Encore là, demande la planification supplémentaire. Ouais. Au Québec, de par les cours d'eau qu'on a, on plonge rarement à des très, très grandes profondeurs, mais quelquefois, dans des bassins de rétention d'eau en amont de barrage, il peut y avoir plus profond d'eau. Là, il va y avoir une préparation supplémentaire. On va utiliser des gaz mélangés de plongée, donc du nitrox, de l'héliox, donc du gaz mélangé, de l'air mélangé avec de l'hélium ou de l'azote, en tout cas du nitrox, pour permettre de plonger plus longtemps à certaines profondeurs. Il y a toute la gestion des tables de plongée, combien de temps que le plongeur peut rester sous l'eau, à quelle profondeur. Bref, énormément de variables, mais qui sont prises en compte et qui permettent de limiter les risques pour les travailleurs. Auriez-vous des conseils pour un entrepreneur qui aurait besoin d'un scaphandrier là, dans son chantier? Un conseil pour un entrepreneur ou un conseil pour un scaphandrier? Aussi. On prend les toutes conseils les pour les scaphandriers. Moi, je vais prendre ça pour les entrepreneurs. C'est bon, ça. Partage des tâches. Un conseil de scaphandrier, c'est sûr que l'expérience, il va pour beaucoup. Là. Quand tu commences, tout le monde veut travailler, puis c'est excitant. Mais dépendamment d'où ton background, là, moi, je me rappelle, quand j'ai sorti de l'école, mais j'avais travaillé un peu. C'était même pas relié à la construction, mais j'avais travaillé un peu. Mais il y en avait qui sortaient directement du banc d'école. Ils n'avaient jamais travaillé. Zéro expérience. Là, les autres sont excités au maximum. C'est sûr. Mais il faut tout le temps connaître ses limites, on pourrait dire. Comme ça aide à moins t'aventurer un peu n'importe où. C'est pas nécessairement parce qu'on a plongé aux Bahamas en vacances qu'on va devenir un bon scaphandrier. Non, ça c'est sûr que non. Côté travaux au Québec, là, c'est plutôt sombre. C'est vrai qu'on voit clair. Là. Moi, j'ai fait 10 ans à Centrale de Beauharnois. Là. Ah ouais? C'est clair. C'est impressionnant comment c'est clair. Là. T'es surprenant. J'allais dans le sud, puis c'est à peine plus clair que là. Ah ouais? Mais... ça reste que c'est hostile, c'est froid. Là, travailler dans le fleuve Saint-Laurent, entre autres. Là, ça doit pas c'est froid. Là, c'est beau, mais c'est froid. Là. Quand tu te ramasses après ça, tu te déplaces et tu vas à Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est pas mal plus noir. Là. OK. C'est le même genre de travaux. On peut faire les mêmes genres de travaux, mais c'est deux environnements différents. Il y en a un qui est noir, l'autre est clair. Ça change la perspective pas mal. Oui, la job n'est pas pareil. Moi, ce que je vois dans les scaphandriers que je côtoie au quotidien, il y a beaucoup de passionnés. C'est des gens qui ont un grand intérêt pour ce domaine-là. Moi, si j'avais un conseil à donner à des jeunes qui veulent aller vers la plongée professionnelle, c'est peut-être de parler avec des gens d'expérience qui font ce métier-là avant de vous lancer. Moi, je pense que ça peut être c'est un super beau métier. C'est juste que faut y aller pour les bonnes raisons. L'idée, c'est pas de vendre du rêve. Je pense qu'il peut y avoir... Non, mais c'est vrai. C'est un bel univers. Comme je disais tantôt, c'est un monde tissé serré. C'est une petite fraternité. Ça, c'est super plaisant. C'est des travaux intéressants. On va à des places que personne ne va, dans le Grand Nord et tout.
Mais moi, je pense que le meilleur conseil, c'est parlez-en avec des gens qui l'ont fait, qui le vivent, qui l'ont vécu. Vous allez avoir l'heure juste avant de vous lancer. Juste pour être sûr de ne pas avoir de déception par la suite, mais je pense qu'il y a beaucoup de belles choses à faire en plongée au Québec. Là, je peux nommer des choses. Le réacteur nucléaire, là, plongé à Centrale de Gentilly. Là. Oui. Ça, c'était exceptionnel. Le pont Champlain, c'était assez phénoménal. À l'époque, Beauharnois, c'était un gros boom, ça, pour la plongée. Là. Il y avait une vingtaine de gars là qui travaillaient année après année. Là. C'était très impressionnant. Là. À cette heure, ça devient plus notre quotidien, à cette heure, mais il va y avoir d'autres méga projets. Là, on n'a pas fini. Hein, là. Il y en a beaucoup d'annoncés. De réparer la Manic 5. Là. Ça ne sera pas un petit job. Là. Il y a beaucoup d'infrastructures vieillissantes. Là, les viaducs, les ponts, c'en est, mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir des travaux dans ce milieu-là pour les années à venir. Oui, on parle des conseils pour les scaphandriers, mais pour les entrepreneurs aussi, vous avez des avis, des conseils pour les jeunes entrepreneurs qui ont besoin de scaphandriers, mettons? Oui, ben effectivement, oui. Je dirais, j'en ai peut-être quelques-uns, en fait, même. Je dirais, pour plusieurs raisons, souvent, les entrepreneurs nous appellent tous au même moment dans l'année. Je sais qu'il y a des contraintes, là, ça vient de quelque part. Au printemps, mettons? Non, en fait, plus curieusement, c'est surtout fin de l'été et à l'automne qu'on est sollicité. Donc, je dirais aux entrepreneurs, si dans la mesure du possible, quand c'est d'essayer de nous appeler en des périodes moins occupées, des fois, on peut sélectionner nos équipes avec plus d'aisance. Donc, le début de l'été ou même le printemps. Mais c'est sûr que la période de crue des eaux, ici au Québec, est moins bonne pour des travaux en plongée. Mais bon, un conseil, ça serait, si possible, de faire des travaux en dehors de la saison la plus occupée. Je dirais aussi de valider, avant d'engager une équipe de scaphandriers, le niveau d'expérience de l'équipe et de l'entreprise par la bande, mais des scaphandriers qui vont composer l'équipe. Parce que veut pas, sous l'eau, la personne, je disais tantôt, c'est une personne sous l'eau pour une équipe pour 4, dans le fond, personnes sur le chantier. Ben, la personne sous l'eau, puis la gestion de cette équipe-là, l'expérience vaut pour beaucoup. Donc, je dirais valider l'expérience de l'équipe. Puis, une visite préalable, je dirais aussi, sur les chantiers peut aider. Des fois, une personne qui se déplace pour aller jeter un coup d'œil avant d'envoyer l'équipe complète peut permettre de sauver beaucoup de temps. Parce que des fois, on parlait de mise à l'eau tantôt, la façon d'envoyer le plongeur à l'eau. Des fois, c'est sous-estimé par les entrepreneurs. Ils pensent que ça se fait magiquement. Mais des fois, en envoyant une personne voir les lieux avant coup, ça permet d'arriver mieux préparé avec notre équipe. Une bonne planification. Exactement. Messieurs, c'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie beaucoup de votre présence pour notre balado. C'était super instructif et bien intéressant. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est ce qui termine cet épisode de notre série sur les travaux en milieu aquatique. Nous souhaitons remercier Kevin Milo et Louis Pratt pour leur participation à cet épisode. Nous remercions aussi MVC Océan avec qui nous avons travaillé en collaboration pour réaliser cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur les bâtards d'eau de type porte-à-dame. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section balado. Merci et à bientôt.